l'Afrique. Quand on parle de l'Afrique, le reste du monde parle de l'Afrique comme si c'était une seule entité, un pays. L'Afrique, c'est 55 États. Parler de l'Afrique n'est jamais un propos neutre. L'Afrique n'est pas seulement un continent. Elle n'est pas seulement une mosaïque d'États, de peuples, de langues, de cultures, ni même une variation infinie de nuances dans la couleur de la peau de ses habitants. Elle est aussi, et peut-être surtout, une position dans le monde. Une position façonnée par l'histoire. Ce qui unit l'Afrique n'est pas seulement une essence, c'est une trajectoire. Une expérience partagée, faite de grandeur, de rupture et de dépossession. Son engagement en faveur d'un Sénégal souverain, lucide sur les enjeux du monde et résolument tourné vers l'avenir, donne à cette conférence une résonance stratégique majeure, et c'est certainement la raison pour laquelle M. Pascal Boniface l'a magnifié et l'a mis parmi les 20 maîtres du monde, influence la marche du monde. Il mérite des félicitations, M. le Président. Mesdames et messieurs, le thème qui nous réunit aujourd'hui est d'une importance capitale: autonomie, patriotisme et monde multipolaire. L'Afrique à la conquête de sa souveraineté. Nous avons choisi de la tenir en ce moment précis, où les équilibres traditionnels se recomposent, les centres de puissance se diversifient et les lignes de force du système mondial se redessinent sous nos yeux, les guerres se multiplient et les peuples sont tenaillés par une angoisse existentielle. Je ne veux pas jouer les flagrants d'or, mais la façon dont vous incarnez la jeunesse, dont vous avez été porté par la jeunesse au pouvoir, malgré... On voit que ce sont des applaudissements volontaires et pas des gens qui applaudissent avec un fusil dans le dos. Donc la façon dont vous avez incarné cette relève en étant le représentant d'une jeunesse qui veut être souveraine aussi chez elle, eh bien, peut être un modèle par rapport au modèle gériatrique ou par rapport au modèle d'imposition du pouvoir par la force de gens qui, au nom de la souveraineté, veulent en fait uniquement garder le pouvoir par eux-mêmes et viennent au pouvoir par des coups d'État militaires, ce qui n'est pas non plus une option. La démocratie, oui, mais à condition qu'elle soit réellement efficace, qu'elle soit vraiment portée par la jeunesse, et finalement, la façon dont les élections législatives ont confirmé le vote initial de les présidentielles montre bien que vous avez réussi ce pari et que c'est effectivement un signal qui a été entendu, non seulement dans l'ensemble de l'Afrique, et c'est pour cela que je trouvais tout à fait judicieux, pertinent et même en fait indispensable de consacrer un chapitre à votre personnalité par rapport aux autres personnalités du peuple féminin. Il est une sorte de colonne vertébrale dans sa relation sociale avec ce peuple. Il est un produit de l'école sénégalaise, il est un produit de l'école de la Casamance, de l'école de Thiès, il est un produit de l'école de Saint-Louis, il est aussi un produit de la plus haute administration sénégalaise parce qu'il est un produit de l'État. Monsieur le Premier ministre, sujet d'une étude, puisse enfin nous livrer une contribution. Je souhaiterais ne pas entendre le Premier ministre, je souhaiterais ne pas entendre l'homme politique, le président de PASTEF, je souhaiterais juste entendre l'intellectuel africain. Monsieur le Premier ministre, au-delà de l'insigne honneur qui m'est fait d'être cité dans ce prestigieux et sélectif classement, je tenais à vous partager ces quelques notes critiques par anticipation de certains de vos développements sur notre modeste personne et notre combat politique, que je veux positivement m'expliquer par le biais du regard externe, éloigné, périphérique. Tous ici l'ignorent certainement, nous n'avons jamais eu de contact, M. Boniface et moi. Nous nous voyons et nous parlons pour la première fois aujourd'hui. Mesdames et messieurs, cette conférence, intitulée « Autonomie, patrimoine et monde multipolaire, l'Afrique à la conquête de sa souveraineté »,
nous invite à réfléchir ensemble sur la manière dont notre continent peut transformer son héritage en puissance d'avenir. Il y a des mots qui circulent avec une telle facilité qu'ils finissent par perdre leur poids. Autonomie, patriotisme, souveraineté. Ils sont devenus familiers, presque confortables, et pourtant, dès que l'on tente de les prendre au sérieux, ils se dérobent, ils résistent, ils obligent. Car enfin, de quoi parlons-nous exactement lorsque nous parlons de souveraineté africaine? Parlons-nous d'un héritage ou d'un chantier, d'un acquis ou d'un manque? Mais avant même de répondre à cette question, encore faut-il s'entendre sur ce que nous appelons l'Afrique. L'Égypte antique, la Nubie, l'empire du Monomotapa, ce ne sont pas des mythes, ce sont des réalités historiques de puissance, de science et d'organisation. Et plus près de nous, pensez à Kanka Moussa, l'empereur du Mali, dont la richesse et le rayonnement ont marqué le monde méditerranéen. Ou à Bakali II, ce souverain malien qui, bien avant les Européens, a traversé l'Atlantique. Mais notre patrimoine ne se limite pas à ces grandes civilisations. Il inclut aussi nos langues, nos savoirs endogènes, nos arts et nos cultures vivantes, qui doivent être valorisés comme levier de souveraineté intellectuelle et économique. Ce rappel n'est pas un détour par le passé. Il permet de comprendre une rupture, car entre ces expériences de puissance et nos réalités contemporaines, un basculement historique s'est opéré. La traite transatlantique a arraché des millions d'hommes et de femmes au continent, désorganisé des sociétés entières et fragilisé des dynamiques économiques et politiques en construction. La colonisation ensuite n'a pas seulement imposé une domination politique, elle a restructuré les territoires, orienté les économies vers l'extérieur et inscrit durablement l'Afrique dans une position subordonnée dans le système mondial. C'est cette trajectoire, faite à la fois de puissance et de dépossession, qui éclaire notre situation actuelle. Les pays africains sont aujourd'hui indépendants. Ils ont leur drapeau, leur île, leur constitution. Ils siègent dans les organisations internationales. Ils signent des accords. Ils votent. Mais décident-ils toujours? Cette question n'est pas provocatrice, elle est nécessaire. Comme le rappelait Kwame Nkrumah, l'indépendance politique sans indépendance économique n'est qu'une illusion. Ce que nous avons conquis au XXe siècle, nous ne l'avons pas encore entièrement transformé au XXIe siècle. Mais de quoi parlons-nous précisément? La souveraineté. En ce qui nous concerne, nous ne défendons pas un particularisme étroit, mais une demande de pluralisation de l'universel. Nous ne récusons pas l'universel, mais nous contestons sa captation par quelques puissances ou quelques centres moraux qui parlent comme si leur propre trajectoire historique était la mesure de toute civilisation. Le monde a trop souvent confondu universel et occidental, normes communes et hiérarchies imposées. Il y a lieu de distinguer clairement souveraineté et fermeture, en ce que la souveraineté consiste à choisir librement ses normes, ses partenaires et ses priorités sans sortir du dialogue international. Et c'est là le cœur du paradoxe africain, une souveraineté proclamée mais inachevée. Regardons les faits avec lucidité. Nos économies restent largement extraverties. Nous exportons des matières premières. Nous importons des produits transformés. Nos monnaies, pour certaines, demeurent liées à des architectures héritées de la colonisation. Nos budgets publics sont contraints par la dette. Nos politiques économiques encadrées par des conditionnalités. Nos marges de manœuvre souvent étroites, pour ne pas dire inexistantes. Mais il ne suffit pas de réclamer une souveraineté militaire, monétaire ou diplomatique. Il faut aussi revendiquer le droit de produire ses propres catégories d'analyse, ses propres priorités intellectuelles, ses propres lectures du développement, de la démocratie, de la famille, de la culture, de la sécurité et du progrès. Les pays africains ont trop longtemps été parlés par d'autres avant de se parler eux-mêmes.
La souveraineté dans ces conditions devient une forme juridique sans épaisseur matérielle. Un mot sans pouvoir. La souveraineté devient ainsi une forme juridique sans épaisseur matérielle. Un mot sans pouvoir. Instrumentalisé, vidé de sa substance, transformé en rhétorique de légitimation. Or, le patriotisme véritable est tout autre chose. C'est une discipline, une exigence, une capacité collective à accepter des choix difficiles. Elle n'est pas par la capacité d'un État à produire des résultats. La sécurité juridique, la discipline budgétaire, la transformation économique, la négociation internationale maîtrisée, la qualité institutionnelle et le respect de la parole publique. Mais s'arrêter à ce constat serait insuffisant, car la souveraineté n'est pas seulement une affaire de structure, elle est aussi une affaire de volonté, et c'est ici qu'intervient le patriotisme qui nous est très cher. Le patriotisme aujourd'hui est souvent mal compris. Soit il est réduit à une posture émotionnelle, à des déclarations enflammées sans lendemain, soit il est instrumentalisé, vidé de sa substance, transformé en rhétorique de légitimation. Or, le patriotisme véritable est tout autre chose. C'est une discipline, une exigence, une capacité collective à accepter des choix difficiles au nom d'un projet commun. Je voudrais ici rappeler, tout à l'heure j'ai parlé de la Révolution française. Une révolution ne se déroule pas sur une année ou sur quelques mois. La Révolution française s'est déroulée sur une longue période. Mais on peut citer la période 1789-1799 jusqu'au coup d'État de Napoléon Bonaparte, avec ses soubresauts, ces périodes extrêmement difficiles. Parce que la révolution démarre après le renversement du système ancien. C'est en ce moment seulement que démarre la révolution. C'est en ce moment seulement que les profils apparaissent, que les enjeux apparaissent. Parce que le système ancien ne se laisse pas faire. Et dans un monde ouvert et internationalisé, dans ses ramifications, aussi bien nationales qu'internationales, qui ne se laisse pas faire. C'est après la Révolution que chaque membre de la Révolution se découvre et se fait découvrir en réalité. C'est après la Révolution que beaucoup de porteurs de cette révolution, dans les moments de conquête, découvrent eux-mêmes qu'ils n'étaient pas prêts pour la révolution. Aujourd'hui, dans notre pays, le Sénégal, et dans un contexte que tout le monde connaît. Hier, je disais au Conseil des ministres que nous étions déjà en crise. Rien que la dette cachée dont nous avons hérité suffit à considérer un pays comme le Sénégal en crise. Ce qui est venu s'y ajouter avec le contexte international n'est pas la crise, elle est l'aggravation de la crise. Et dans un pays comme ça, beaucoup d'entre nous qui ont opté pour la révolution et donc pour le patriotisme ne sont pas prêts au sacrifice. Et tout le monde réclame tout de suite et maintenant, tantôt des coups, tantôt des coups. Cela n'est pas possible et nous sommes là pour faire face, pour dire non, parce que cette révolution n'échouera pas. Et comme l'avait pressenti Frantz Fanon dans Les Damnés de la Terre, le danger des indépendances africaines n'était pas seulement la domination extérieure, mais aussi la reproduction interne des logiques de dépendance. Lorsque les élites se substituent au peuple sans transformer les structures, lorsque l'État devient un instrument d'accumulation plutôt qu'un levier d'émancipation, alors le patriotisme devient un mot creux. Cela nous interpelle, nous, chacun d'entre nous. Maintenant qu'on est au contact avec le pouvoir, nos principes et nos valeurs d'hier doivent être ceux d'aujourd'hui. Ils doivent l'être encore plus. J'ai tendance à dire qu'il n'y a pas de réalité du pouvoir qui vaille. C'est à nous d'insuffler au pouvoir les réalités que nous voulons. Non pas à subir les réalités. Il nous faut donc réhabiliter un patriotisme exigeant. Un patriotisme qui ne se contente pas de célébrer la nation, mais qui travaille à la construire. Un patriotisme qui relie les élites au peuple, non par le discours, mais par la responsabilité.
Car il n'y aura pas de souveraineté sans base sociale. Il n'y a jamais eu de souveraineté sans base sociale. Il n'y aura pas de souveraineté sans adhésion populaire. Il n'y aura pas de souveraineté sans ce que l'on pourrait appeler une morale politique collective. Une morale politique du collectif. Lorsque les élites se substituent au peuple sans transformer les structures, notre plus grand défi, c'est la transformation des structures. Ce n'est pas des réalisations matérielles coûte que coûte ici et maintenant. C'est la transformation des structures qui n'ont jamais été adaptées à nos besoins. Autrement, on aurait largement dépassé les situations politiques. Et donc, lorsque les élites se substituent au peuple sans transformer les structures, et lorsque l'État devient un instrument d'accumulation plutôt que levier d'émancipation, je disais que le patriotisme devient un mot creux. Et c'est pourquoi la transparence, la responsabilité, l'exemplarité des élites doivent être au cœur de notre projet de souveraineté. Pour vous dire que nous sommes prêts à assumer le coût de la souveraineté. Car la souveraineté a un coût. La souveraineté a un coût car elle implique des choix difficiles, des renoncements, des conflits parfois. Pour y arriver, tout pouvoir politique doit se fixer comme objectif de travailler non pas pour la prochaine élection, mais beaucoup plus pour la prochaine génération. Et ce combat ne se gagnera ni dans les slogans, ni dans les incantations, mais dans la capacité à articuler autonomie, patriotisme et stratégie dans un mode de transformation. C'est à cette tâche que nous sommes conduits. Et au fond, c'est à cette responsabilité que nous ne pouvons plus nous soustraire. Ensemble, nous pouvons inscrire l'Afrique comme acteur majeur du monde multipolaire. Le nouveau Sénégal, en ce qui le concerne, ne demande ni permission d'être souverain, ni indulgence pour penser par lui-même. Il veut dialoguer avec tous, s'aligner sur personne et continuer à contribuer à un monde où la dignité des peuples comptera davantage que le rang des puissances. La ligne est donc claire, faire de la souveraineté non un cri, mais une grammaire. Non un refus du monde, mais une autre manière d'y entrer. Je vous remercie.